Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Alors bonjour Anne Gégat, merci d'avoir accepté notre invitation pour l'émission Où va le monde? Donc aujourd'hui on va parler essentiellement de la formation professionnelle. Je pense que vous avez tout un regard à nous apporter là-dessus. Pour commencer, je vais vous laisser nous présenter aux auditeurs de l'émission. Oui, bonjour, je suis Anne Gégat. Je dirige depuis 18 ans un groupe de formation professionnelle, le groupe Sommeform, Société méditerranéenne de formation, pas très originale. Le nom date des années 80, au moment où on avait beaucoup d'inventions. Ce groupe est composé de 3 CFA, un à Toulon, un à Vitrolles, entre Marseille et Aix, et un à Arles. La formation professionnelle pour les entreprises est plus spécialisée dans le secteur administratif et financier. À Arles, nous avons un des plus vieux centres de formation professionnelle pour les industries dans ce qu'on appelle le contrôle commande. C'est l'Institut de régulation et d'automation. Le contrôle commande, en clair, c'est permettre aux industries, en régulant, en mesurant et en dosant, de ne pas consommer trop d'électricité, trop d'énergie, de ne pas rejeter trop de déchets, de produire au mieux et optimiser. Donc ce qui est en ce moment très utile. Et dans notre CFA, donc sur 600 étudiants, nous avons une spécialisation forte en comptabilité, gestion, finance, puisque plus de 300 de nos étudiants sont dans cette filière. D'accord. Ok. Vous avez aussi un mandat, il me semble? Alors j'ai plusieurs mandats. Je préside la région sud pour les femmes chefs d'entreprise, association qui date de 1945 et qui incite les femmes chefs d'entreprise à prendre des mandats économiques pour travailler aux côtés des hommes à la défense des entreprises. Je suis administrateur du groupement des entreprises du Pays d'Aix, puisque Vitrolles fait partie du Pays d'Aix. Et je suis également juge au tribunal de commerce de Salon-de-Provence. Voilà. Très bien. Alors, moi, j'aurais voulu savoir un petit peu quelle était votre histoire avec la formation continue. Et puis après, peut-être nous donner quelques explications un peu plus concrètes sur, finalement, comment était la formation continue et vers où elle va. Il y a des mécanismes un peu complexe, on parle du Datadoc, du CPF, on parle de la circulation monétaire par rapport au financement des formations. Donc déjà pour commencer, c'est quoi votre histoire avec la formation continue en fait? Alors moi je suis arrivée à la formation continue, vous faites bien de parler de formation continue plutôt que de formation professionnelle. Oui, on utilise, alors il y a une différence, alors expliquez-nous voilà. Parce que peut-être que je l'utilise pas comme il faut. La formation professionnelle depuis 2018 a intégré à la fois la formation continue, c'est-à-dire la formation des salariés tout au long de leur vie de salarié, voilà, par ce système-là. Mais également l'alternance, parce que l'alternance, l'apprentissage ne faisait pas partie de la formation professionnelle, c'était en dehors. Okay. Et ce qu'on appelle les formations obligatoires au sens du Code du travail, c'est-à-dire que si les salariés ne se forment pas, par exemple... secourisme, incendie, ce genre de choses? Des choses qui mettent en danger la vie des salariés. D'accord, ok. Donc c'est plutôt cassette chariot élévateur, habilitation haute tension, enfin voilà, habilitation pour entrer dans des centres nucléaires, etc. etc. D'accord. Secourisme, ça met pas en danger, c'est rarement obligatoire au sens de... Ça dépend des conventions, mais voilà, tout dépend dans quel domaine on travaille. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus de distinguo. À partir du moment où on fait de la formation, qu'elle soit en alternance, qu'elle soit anciennement obligatoire ou qu'elle soit en formation continue, on appelle ça de la formation professionnelle. Alors moi j'ai commencé tout à fait dans la formation continue puisque je suis de formation ingénieur agronome et j'ai commencé à former les agriculteurs puisque je travaillais surtout auprès de ce qu'on appelle les serristes, les agriculteurs qui travaillent sous serre et qui
qui avait tout un travail très particulier avec de la lutte intégrée. La lutte intégrée, pour rappel, c'est la gentille bête qui mange la vilaine bête. Des solutions nutritives qui étaient recyclées, de la cogénération, de la mesure de pH, de la mesure de conductivité, enfin des trucs un peu compliqués. Donc il fallait les former, les conseiller, etc., de façon à ce qu'ils montent techniquement. Et moi, ce qui m'a fait m'orienter dans le rachat de cette entreprise Sommeform en 2004, c'est que j'avais bien aimé le milieu de la formation continue. Je trouvais que c'était intéressant de faire monter en compétences les gens, et en tant que formatrice, et puis trouver les moyens et les financements pour permettre aux gens d'atteindre cette montée en compétences. Et je m'étais rendu compte que les agriculteurs étaient assez bons techniquement, mais en termes de gestion, ils avaient des très grandes lacunes. Et il était très fréquent de voir des agriculteurs produire des très belles qualités de produits, parfois des rendements assez impressionnants compte tenu techniquement, et très, très bien valorisés. Et puis quand on faisait un bilan économique, on se disait non, c'est les 3 kilos de trop de tomates au mètre carré qu'il a produit qui a planté son chiffre d'affaires, son BFR, surtout sa rentabilité. Et donc mes premiers clients quand j'ai racheté, ça a été mes coopératives et mes agriculteurs, mes viticulteurs. Et donc j'ai un gros lien avec mes anciens clients de formation technique que j'ai gardé. Et donc cette formation professionnelle, en 2004, il y avait des budgets de formation qui étaient gérés par les entreprises. Et chaque entreprise avait les moyens de pouvoir former ses salariés. Même les petites entreprises. Alors souvent c'était méconnu. Moi je me suis un petit peu acharnée à essayer de mobiliser toutes mes compétences et mes connaissances pour permettre à chaque entreprise de moins de 10 salariés. Donc ma grande fierté chez Sommeform, c'est d'accompagner entre 70 et 80% de mes clients de formation continue, anciennement, de moins de 10 salariés. Donc, alors, avant, elles avaient la possibilité, ça que vous êtes en train de dire elles arrivaient par elles-mêmes à se former. Elles se formaient financièrement, elles avaient des prises en charge qui étaient correctes. D'accord, ça reste encore le cas relativement pour les moins de 10 salariés. Et je comprends que ça l'est moins, alors. Ça l'est moins puisque... C'est plus rentable d'externaliser, c'est ça que vous... Non, vous savez que les entreprises cotisent à la formation professionnelle chaque année. Cotisation et non pas taxation théoriquement, donc ça veut dire que normalement elles peuvent avoir le retour sur investissement de leur cotisation, ce qui est de moins en moins vrai, puisque les entreprises de plus de 50 salariés cotisent un montant non négligeable et ne peuvent récupérer pour le bénéfice de leurs salariés que ce qu'on appelle l'argent mutualisé, qui va servir à financer le CPF, l'alternance, et ne pourront retoucher aucun argent pour rembourser les frais qu'ils auront engagés pour la formation de leurs salariés. Pour les entreprises de plus de 50 salariés. Oui, ça fait beaucoup. Donc ça veut dire que toutes les entreprises de plus de 50 salariés sont dans une situation qui est moins intéressante qu'à une certaine époque, alors. Oui. D'accord. Comment vous expliquez ça, C'est des décisions diverses et variées, des syndicats, des entreprises... Donc tous vos clients, toutes les entreprises de France qui ont plus de 50 salariés, elles sont finalement moins intéressées par la formation continue, ça les intéresse plus trop, quoi. Malheureusement, elles ont toujours l'obligation de formation. Elles ont l'obligation de formation, mais elles n'ont pas un retour par rapport à leur cotisation qui serait le plus adapté au marché, quoi, si je comprends bien, quoi. Bien, donc c'est fini, la fin de l'abondance c'est depuis 2015 ou 2018 pour les plus de 50, donc voilà, ça c'est certain. Donc alors moi ça m'a un petit peu challengée parce que je me suis dit en tant que centre de formation, il faut que le retour sur investissement, mes clients de plus de 50 l'aient immédiatement. C'est-à-dire que si ils investissent 100 € dans une formation, il faut que ça leur permette de faire gagner 200 € en productivité, etc. Alors comment on fait? C'est ça qui va être intéressant, parce que je me dis, vous avez réduit vos coûts, vous avez été plus créatif, alors comment vous avez réussi finalement à dépasser ce challenge?
Alors, heureusement pour nous, la formation professionnelle, donc nous on est dans des niches au niveau du groupe Sommeform, que ça soit l'expertise comptable, donc les cabinets comptables, ce sont les entreprises de moins de 10 qui se forment le plus. Parce que me disent-ils, ils ont besoin d'être à jour en permanence. Ouais. Alors c'est très bien, on aimerait que les médecins aient la même démarche, mais c'est pas le cas dans les professions libérales. Donc ces gens-là vont se former, même s'ils ne se font pas rembourser. Parce qu'ils ont besoin d'être au fait des dernières dispositions fiscales. Exactement. Parce qu'il y a une nécessité en fait pour que l'entreprise exactement. Elle survive. Exactement, et qu'elle ait le conseil le plus adapté et le plus pointu à tout moment. D'accord. La même chose pour nos industriels, parce que c'est absolument nécessaire de se mettre aux normes. Et donc, en fait, ils n'ont pas forcément accès à cet argent-là. Le CPF, si on fait un bilan 2020-2021, le CPF a permis de financer en grande partie des langues, de la bureautique. Donc c'est super, on va avoir... alors la bureautique, c'est peut-être assez intéressant dans une période de digitalisation en marche forcée de la société. Moi, je suis très enthousiaste pour les langues. Je suis un peu ironique en disant ça. Ça veut dire qu'enfin, on va savoir parler toutes les langues du monde. Ça va être merveilleux. Et beaucoup d'argent pour les permis de conduire. D'accord. Et à mon avis, trop d'argent pour les permis bateau. Donc, nous sommes maintenant une nation de marins. Ouais. Et énormément d'argent aussi. Le dernier morceau très important en CPF, c'était pour des formations pour création d'entreprise. Et c'est là où il y a eu tellement d'abus. Donc, quel type d'abus alors ? Création d'entreprise, la personne disait moi j'ai des idées, et puis on mettait tout ce qu'on voulait dans cette formation création d'entreprise. D'accord. Et donc en 2022, ce genre de formations ont disparu du catalogue CPF. D'accord. Voilà. Donc voilà, le CPF prend une grosse partie de l'argent des entreprises. L'alternance prend une plus grosse partie encore de l'argent des entreprises. Mais ça, je dirais quelque part, c'est légitime, puisque l'alternance rend un service aux entreprises. Ça permet d'avoir de la main-d'œuvre qui est pas très chère, de la main-d'œuvre qu'on va former tout au long de sa formation aux usages de l'entreprise, qu'on va pouvoir garder et fidéliser plus facilement dans une période où on a du mal à recruter. Bref, enfin, l'alternance, c'est une vraie opportunité pour les entreprises. Elles l'ont bien compris, elles jouent le jeu à fond. Bon, la difficulté, c'est de trouver des candidats qui soient adéquats à l'alternance, parce qu'on a des jeunes qui sont très intelligents, très brillants, mais tout le monde n'est pas fait pour l'alternance. Donc voilà. Donc par rapport aux grosses demandes des entreprises, c'est difficile de mettre parfois les candidats en adéquation face au poste. Il y a la difficulté, alors plus particulièrement, je voulais en parler dans les Bouches-du-Rhône, un alternant, il faut absolument qu'il ait le permis de conduire. Sauf s'il travaille à Marseille, voilà. On est bien d'accord. Et quand on sait que dans les Bouches-du-Rhône, il y a entre 6 et 9 mois d'attente pour passer son permis, c'est singulièrement... C'est aussi long pour avoir les passeports ou les cartes d'identité et tout ça. Exactement. Tout devient de plus en plus long alors. Alors c'est particulier aux Bouches-du-Rhône, donc autrefois je disais essayez de le passer dans le Var, dans le Gard, enfin voilà. Quand vous partez en vacances, voilà. Profitez-en pour aller passer votre permis de conduire. Le problème c'est que maintenant les départements limitrophes se méfient et disent non, restez dans les Bouches-du-Rhône, voilà. Donc ça, c'est vraiment une grande difficulté pour les étudiants. Mais bon an mal an, ça marche bien parce que les étudiants sont partants, les entreprises font ce qu'il faut, les parents sont de moins en moins réticents à l'alternance, donc ça c'est quand même quelque chose qui marche bien. Le CPF, ponctuellement, ça rend quelques services, mais ne nous leurrons pas, c'est souvent une formation qu'on s'offre pour son épanouissement personnel. Ça a moins des impacts professionnels. Ça dépend, mais ça a moins d'impact professionnel. On en parlait beaucoup quand même avec toutes les arnaques, etc. Ah ben ça, c'est sûr. Alors après, moi, je pense qu'il est beaucoup plus facile d'arnaquer les gens quand on vend en CPF de l'e-learning, et j'assume, parce que rien n'est contrôlable. Finalement, ça se fait le week-end, le soir, etc. etc. D'accord. Que quand on vend des formations en CPF qui se passent en présentiel dans des locaux
avec de l'électricité, avec des gens, avec des personnes. Bon, je pense qu'il aurait été judicieux de... Le virtuel n'a pas permis de sécuriser. Voilà, d'être un peu plus exigeant et de pouvoir contrôler un petit peu plus que les gens soient bien présents quand ils utilisent leur CPF. Et voilà, bon. J'espère que ça va s'améliorer au fur et à mesure. C'est le dernier dispositif qui s'est installé. Le CPF de transition, qui est un dispositif qui s'appelle CPF de transition parce qu'on utilise un morceau de son CPF, c'est les anciens fonds GESIF, les congés individuels de formation. Premier dispositif mis en place en 72, donc c'est très très vieux. Donc là aussi, on s'est rendu compte que beaucoup de formations, que les premières formations financées, c'était les formations création d'entreprise. Alors moi, ça m'intéresse parce que à un moment où tout le monde se dit on ne trouve plus personne à recruter en tant que salarié, quand on voit toutes les formations qui ont été financées pour créer des entreprises, je me dis peut-être qu'il y a des gens qui sont en cours de création d'entreprise. Bon, bah, très bien. J'espère que ça va aboutir, sinon c'est quand même un paquet d'argent jeté à la fenêtre, par les fenêtres. Bon, sans retour sur investissement. Et donc, je vous ai dit, pour la formation des salariés, il y a quasiment plus que de 0 à 49 les salariés qui reçoivent de l'argent, donc ça fait quand même beaucoup d'entreprises qui sont privées d'argent pour financer des formations. Alors elles forment leurs salariés sur leurs fonds propres, voilà, c'est un coût, voilà. Et puis il y a ce qu'on appelle le PIC, le plan d'investissement des compétences. Il est décliné en PRIC, en plan régional, et en plans régionaux, et l'objectif, c'est l'objectif fixé par France Compétences, c'est le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi les plus éloignés de l'emploi. Et pour ce faire, on leur verse une rémunération sur cet argent et on leur paye la formation. Alors moi, c'est super. Enfin, moi, je trouve ça un peu scandaleux au moment où on dit, oui. C'est l'abondance. Alors pourquoi vous parlez de fin d'abondance? Sauf que, comme vous dites, ce sont les salariés les plus éloignés de l'emploi. Et ces gens-là, en fait, ils sont pas prêts de revenir à l'emploi. Donc, je rappelle, les fonds de la formation professionnelle, c'est versé par les entreprises qui sont en train de claquer du bec pour trouver des candidats pour travailler. Et on donne de l'argent à des gens qui vont devoir faire des tas de formations avant d'être employables. Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire. Enfin, très souvent, ce sont des décisions qui dépendent plus de la politique de la ville que de la formation professionnelle. C'est « ils sont pas dans les bons quartiers, ils sont dans les quartiers prioritaires de la ville, donc tu comprends, il faut absolument qu'on les forme, il faut qu'on les fasse décrocher du deal, machin, etc. » Sauf que... Il y a un rapport qui s'inverse quand même, j'ai l'impression. Qui s'inverse. Oui, parce que finalement, on est en train de se dire qu'il y a de l'abondance dans un sens et pas forcément dans l'autre, et que l'entreprise est peut-être en difficulté à ce moment-là. Et puis là, on parle d'entreprises qui ne sont pas si énormes aussi en termes de salariés. Exactement. Parce que, pourquoi je vous parle de ça? Ça fait quelque temps qu'on parle beaucoup de la grande démission dans les grandes entreprises, où finalement, certaines grandes entreprises vont courir après des salariés pour les embaucher et qui ne veulent plus finalement faire certains efforts, et on peut le comprendre. Et là, pour des entreprises plus petites, vous êtes en train de dire qu'on surfinance des personnes qui vont a priori pas forcément entrer après dans la vie professionnelle classique. Ou pas immédiatement. Alors, il y en a certains, on arrive à permettre à certains, mais c'est assez dogmatique. L'État français veut arriver à 5% de chômage, et pour descendre de 7 à 5... Elle fera tout et n'importe quoi. Voilà. Alors, d'autant plus que quand un demandeur d'emploi est en formation, il sort des chiffres. Oui, alors ça c'est comme pour le bac finalement. Dans les lycées, on vire les gosses comme ça, on dit qu'on a 97% de réussite. C'est exactement ça. Mais alors finalement, vous êtes en train de dire que, comme certains peuvent le dire, que l'État n'aide pas spécialement les entreprises, mais qu'en tout cas, peut-être elle a des optiques de présentation de chiffres, et qu'elle ne travaille pas main dans la main avec les entreprises, parce qu'il y a quand même beaucoup qui ne doivent pas être bien contents de tout ça. La formation depuis 2015... avec quand même l'accord des syndicats patronaux au départ, qui, je rappelle que pour avoir un mandat pour discuter des sujets de l'entreprise et de la formation, il ne faut pas être dans le milieu de la formation. Donc, c'est des gens qui ne savent pas ce qu'on vit, qui négocient.
Et avec donc cet accord des chefs d'entreprise, l'État a décrété, à partir de 2015, que la formation, ça servait à booster l'employabilité des gens. Non pas à monter les compétences, mais à booster l'employabilité des gens. Donc on est en train d'utiliser la formation comme moyen de soigner le chômage. Alors on peut y arriver hein, en montant en compétences parce que l'analyse est simple. Ils se disent, enfin beaucoup d'économistes ont regardé, moins on est diplômé, moins on... Vous croyez ? Non, moi je crois pas, c'est simplement les économistes qui... Mais je me demande vous, parce que finalement on pourra se dire aussi que est-ce que l'avenir, c'est que tout le monde soit ultra formé, ultra compétent surtout ? Alors surtout, le prisme dans lequel c'est parti, c'est que non seulement on les forme, mais on veut absolument que les gens non diplômés passent des diplômes. Mais oui. Ouais. Et alors très souvent, les gens non diplômés, non diplômés, très souvent, enfin c'est fini Cosette, hein, je veux dire dans notre société, pour la majorité, c'était des gens qui détestaient l'école. Donc les remettre sur des blancs d'école, les mettre avec un stress de passer un examen, faut dépasser juste, en plus les phobies qu'on va créer par le système. Alors, et puis faut imaginer, et alors c'est vraiment le système français par essence. Et puis c'est le système par le diplôme. Voilà. Aussi. Et c'est là donc, ça fait très français, c'est qu'on ne cherche pas à connaître vos compétences spécialement, mais il faut absolument que vous ayez un bon diplôme. Quoi. Exactement. Donc récemment, il va y avoir une prochaine loi qui va sortir en septembre, qui va encore plus faciliter la VAE. Parce que la VAE, c'est la validation des acquis d'expérience, et ça vous donne un diplôme. En disant, après tout, la personne, elle a peut-être pas besoin de se mettre en situation de stress, parce que c'est pas son truc, mais elle fait très bien son job, et elle va le reconnaître, elle va le faire reconnaître. Donc ça, c'est les syndicats patronaux qui ont poussé un peu la démarche en disant... bon, arrêtez de nous saouler avec vos diplômes et vos bachotages d'examen. Certains ne sont pas faits pour ça. Et pour autant, ça peut être des gens très compétents. On en connaît des tas d'autodidactes qui font un travail merveilleux et qui n'ont pas forcément besoin de passer des diplômes. Et on connaît des tas d'incompétents qui sont bardés de diplômes et qui seront incapables de faire quoi que ce soit. Donc on est parti en 2015 sur cette optique. Il faut que tout le monde soit diplômé. Parce que si les gens sont diplômés, ils ne seront pas au chômage. Parce que diplôme égale avoir un travail. Voilà, parce que... C'est marrant ça tout de même. C'est ce que racontent les économistes. Après, moi je ne suis pas économiste. Hein. Je ne suis pas certain que les économistes racontent précisément ça, mais je pense que c'est comme ça qu'on l'a résumé. Et c'est comme ça qu'après concrètement on s'est dit voilà ce qu'il va falloir faire. D'ailleurs, est-ce que ça a marché, on va dire, en 7 ans depuis 2015 ce serait une bonne question. Si on regardait bien proprement les choses, je me demande si le fait d'avoir attribué des diplômes à des gens a vraiment changé la donne, et notamment sur le long cours. Je pense que le fait que le baby-boom soit à la retraite aide beaucoup à réduire le chômage, mais bon, voilà, on peut pas dire ça comme ça, mais voilà. À quoi on attribue l'évolution de la société, il y a peut-être de ça. Voilà. Et ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, on s'est rendu compte quand même, et c'est pour justement ces demandeurs d'emploi très éloignés de l'emploi, que ça ne servait plus à rien de leur faire passer des diplômes, ils n'y arrivaient pas, ils décrochaient. Ils s'arrêtaient et on essaie de leur faire des formations. Alors, c'est des formations qui vont... alors, c'est pas inintéressant, hein. Attention, je m'oppose pas à ça du tout. Mais pas avec l'argent des entreprises. Des savoir-être c'est l'argent des entreprises. Du savoir-être. C'est l'argent de qui, alors ? Ça devrait être l'argent de qui ? On met un pognon de dingue dans l'éducation nationale. Ça, c'est des gens de l'échec de l'éducation nationale, ils peuvent pas les reprendre. Je veux dire, ça peut être dans leur budget. C'est des gens qui se sont arrêtés tôt. On pourrait les réintégrer dans ce budget avec une formation alternative. Il y a les écoles de la troisième chance ou deuxième chance ou je ne sais plus combien. Enfin, voilà. Vous êtes en train de me dire que ce n'est pas forcément un moment de payer, mais qu'il y a papa aussi et que cet enfant il a été fait à deux. C'est ça. Et souvent, ces gens-là sont très éloignés de l'emploi et n'ont jamais eu de contact avec les entreprises. Donc je vois pas pourquoi les entreprises essaieraient de les intégrer. D'accord. Voilà. Alors, il y a quand même des démarches qui sont faites par les entreprises qui, de toute manière, sont mortes de faim, cherchent à recruter par tous les moyens. Donc, ce n'est pas inintéressant. Moi, je trouve un peu exagéré de devoir payer des gens pour aller faire des formations. Quand on dit à d'autres
non désolé, il n'y a pas de budget pour vous former. Oui, parce que c'est souvent ce qu'on entend, c'est un retour d'expérience où des gens vous diront on m'a fermé les portes à beaucoup de choses, et tandis que d'autres finalement se font Et ce qui est scandaleux, c'est vous avez passé trop de diplômes, vous n'avez pas le droit par exemple de vous reconvertir. Oui, mais ça devient une question on est dans une société peut-être de process, comme on dit, donc finalement si vous n'êtes pas dans la bonne case, c'est foutu. Parce que voilà, vous avez trop de diplômes, et donc voilà, tant pis pour vous. Alors bon, moi après, je suis pas homme politique, je décide pas ni économiste de la vie. Ni femme politique. Voilà, ni femme politique, voilà. Ce qui me paraît important, c'est que l'argent des entreprises puisse revenir aux entreprises quand elles ont besoin de compétences. Voilà. Et là, en ce moment, elles ne l'ont pas, excepté pour l'apprentissage. C'est bien la seule chose qui nous reste. Alors, pour terminer... Et on nous raconte qu'on va nous donner des coups de rabot sur l'apprentissage. Parce que ça coûte trop cher. C'est particulier, mais justement, la dernière question qui va me permettre un peu de voir comment vous voyez les choses, à votre avis, pour reprendre le nom de l'émission, où va le monde selon vous? Notamment le monde de la formation, à votre avis, il va où là? On va vers où? Alors, ça va s'améliorer, ça va... je sais pas trop où va le monde là-dedans. Simplement, il serait quand même de bon ton qu'il y ait des gens qui sachent un petit peu ce qui se passe réellement dans les organismes de formation pour pouvoir réellement construire une stratégie efficace. Donc, tous les organismes de formation, les CFA, on se réunit, on se syndique, on se met ensemble pour essayer de faire valoir nos positions, en expliquant nos succès, nos échecs, ce qui marche pas, qu'on utilise au mieux l'argent des entreprises pour que ça soit le plus utile pour les entreprises, pour la compétence de notre pays, pour l'optimisation. Voilà. Je vais parler aussi d'autres... si j'ai un petit peu de temps. Oui. Nous avons une institution qui s'appelle le RNCP, le Registre National des Certifications Professionnelles, qui dit non, mais cette formation, c'est intéressant qu'elle puisse être vraiment diplômante, et puis d'autres qui disent non, pas du tout, c'est pas la peine. Et aujourd'hui, on est en train de parler de réindustrialiser la France. Quand des formations en licence et en master, dans le domaine de l'industrie technique, de l'automatisme, de l'instrumentation, de la régulation, sont en train de poireauter pour être renouvelées. Par contre, des secrétaires médicales, au mois de juillet, il y avait 3 diplômes. Au moment de Doctolib, on renouvelle 3 diplômes de secrétaire médical. D'accord. Est-ce bien raisonnable? Il y a voilà. un souci de priorité. Il y a des moments où je me pose des questions. On en parlait avec des amis hier soir. On nous a dit au mois de mai, vous allez tous passer en voiture électrique, c'est fini les voitures thermiques. Et là, on nous explique qu'on va peut-être pas pouvoir brancher nos voitures électriques parce qu'il va falloir couper l'électricité. Mais enfin, c'était quand même assez court quand même le changement de posture. Eh bien, on est un petit peu dans ce genre-là. C'est qu'à un moment donné, c'est compliqué d'avoir une prospective bien claire, de stratégie bien claire, bien ancrée, et de ne pas changer de direction toutes les 10 minutes avec le GPS, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que ça demande de l'investissement, du temps, du travail, et que de changer de direction en cours de route comme ça, là, ça doit être assez violent à vivre pour des petites boîtes en plus. Exactement. Exactement. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas, Angélica, ça nous a permis de mieux comprendre un peu toutes ces questions, de soulever quelques problématiques. Je vous ai trouvé très clair en tout cas. Et puis ça permettra de donner un message, parce que je pense que certains vous entendront et vous rejoindront. Merci en tout cas. Merci à vous.